chouette idée, Tigato ça débat. Avec Maris Murunga, on apporte un monde de questions et réponses avec de grands esprits. Ensemble, on bâtit un nouveau savoir. Chouette idée, Tigato ça débat. Chouette idée, Tigato ça débat. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Choc d'idées sur Kinshasa Télévision. C'est toujours un plaisir d'être chez vous pour partager ensemble ce moment. La rencontre tant attendue entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame, prévue dimanche à Luanda sous la médiation du président angolais João Lourenço, n'a finalement pas eu lieu en cause des divergences profondes sur le rôle du groupe rebelle M23, exacerbant une crise déjà complexe entre la RDC et le Rwanda. Rwanda et RDC, quel avenir pour la paix? C'est donc le sujet de notre émission, notre débat du jour dans Choc d'idées. Et pour en parler sur ce plateau, comme d'habitude, mes invités à l'extrême gauche, nous avons monsieur John Kabessa. Il est journaliste, chroniqueur politique et rapporteur de l'organisation de la société civile pour la paix au Congo. John Kabessa, bonjour. Bonjour, cher Marius. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs de Kinshasa Télévision. Je pense que c'est déjà la reine du Choc d'idées. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Et puis, juste après lui, il y a monsieur Koussema Giscard, qui n'est plus à présenter. Il est journaliste, bien sûr, mais il est plutôt ici comme directeur de communication adjoint à la présidence de la République. Monsieur Koussema, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de nous honorer de votre présence sur ce plateau. C'est un réel plaisir de vous avoir. C'est un plaisir pour moi également de découvrir ce grand média et de participer à cet échange. Merci beaucoup. Et puis à l'extrême droite, Trésor Kibangula, il est analyste politique et coordonnateur de recherche sur la politique à Ebouteli. Trésor Kibangula, bonjour. Bonjour Marius, très heureux d'être là. Merci beaucoup, tout en notant comme c'est un ancien journaliste. Il reste quand même d'une certaine façon. Et juste à ma droite, André Junior Moumaka, il est journaliste à Kinshasa Télévision. André Junior Moumaka, bonjour. Bonjour Marius et merci pour l'invitation. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté de partager ce moment. J'en parlais tout à l'heure dans l'entrée de cette émission. Donc cette rencontre est tant attendue entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame n'a finalement pas eu lieu. Tous les espoirs étaient, tous les yeux étaient rivés vers Kigali pour cet accord. Mais finalement, le président rwandais n'a pas pu faire le déplacement à Kinshasa. Giscard Koussema, on va commencer avec vous parce que vous êtes la voix officielle et nous avons la chance de vous avoir. On a vu les raisons avancées par le président rwandais. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé, nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est réellement passé? Merci de ce recadrage. Je ne vais pas parler au nom de la délégation rwandaise. En tant que journaliste, je vais revenir sur le péripétie de ce qui s'est passé parce que j'ai eu l'avantage d'être à Luanda et de suivre de plus près tous les préparatifs en rapport avec ces sommets. Je voudrais ici revenir sur les contextes dans lesquels cette tripartite était annoncée. Comme vous le savez, le président João Lourenço avait été désigné comme médiateur dans la crise armée, dans le conflit armé qui oppose la RDC au Rwanda. Nous parlons du conflit armé parce qu'aujourd'hui, les Nations Unies, la communauté internationale a documenté que le Rwanda est un acteur majeur dans ce conflit. Il fait partie du problème parce qu'il est au front. Aujourd'hui, on connaît, il est présent avec 4000 hommes. Ça, c'est le dernier des comptes. Peut-être qu'aujourd'hui, ces chiffres ont doublé. Donc, c'est à l'initiative du président angolais João Lourenço que cette tripartite était annoncée de longue date. Et le dimanche 15 décembre, hier, il était question que les deux parties se trouvent en présence du médiateur. L'invitation était annoncée il y a presque un mois, donc on le savait déjà. Mais sur le plan protocolaire, la veille, il y avait une réunion préparatoire. Je peux même qualifier d'une réunion informelle. Cette réunion prévoyait d'abord une rencontre à trois, donc la médiation angolaise, la partie congolaise et la partie rwandaise.
Le premier rendez-vous était pris au palais présidentiel à la Cidade Alta à 9 h du matin. La présidence angolaise a fait les constats de l'absence de la délégation rwandaise. Et après le premier contact, la partie rwandaise fait savoir qu'elle arriverait en milieu d'après-midi. La réunion a été repoussée à 14 h. Même constat d'absence de la délégation rwandaise. Et finalement, c'est autour de 16 h que la délégation du Rwanda est arrivée à Luanda. C'est alors que pour parler préparatoire, on commençait autour de 17 h. C'est après 5 heures de discussion, donc nous sommes autour de 23 h locales, que les premières informations commençaient à sortir de ce qui était simplement une rencontre préparatoire, une rencontre protocolaire. Des divergences sont apparues sur les textes. La délégation de la République démocratique du Congo constate qu'il y a un autre texte que celui sur lequel ils avaient travaillé au cours de toutes les autres réunions précédentes. Je voudrais préciser qu'ici que cette tripartite au niveau ministériel était la 7e de la série. Et donc, il y avait un texte qui avait du coup changé. Et ces changements sur lesquels c'est le Rwanda qui pose comme condition sine qua non, comme un préalable à la signature de cet accord, la tenue d'un dialogue entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, donc l'État congolais, les groupes terroristes du M23. Alors, ça ne pouvait que choquer la RDC parce que dans ces processus, le M23 n'est pas considéré comme partie prenante. Si les Rwandais se retrouvent en face de la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de Luanda, parce que le statut de chaque partie est connu. Ce sont de belligérants. Donc, on est parti du simple soutien du Rwanda, mais vers vraiment une participation active au front. Cela est connu, avéré, vérifié et documenté par les experts des Nations Unies. Donc, c'est à ce titre-là. On n'attendait pas. Alors, c'est la première curiosité, la première question, c'est de savoir, mais comment le Rwanda se fait le défenseur d'un acteur qui ne fait pas partie de ce processus de Luanda. Jamais, depuis que ce processus a commencé, on a vu le M23 participer. C'est vrai, on les cite, parce que aujourd'hui, c'est connu entre le M23 et l'armée rwandaise, c'est les mêmes hommes. Hein. Ils combattent avec les mêmes armes, avec les mêmes uniformes, avec la même logistique. Donc, on ne sait même plus faire la différence entre le M23 et l'armée rwandaise et l'RDF. Donc, c'est la même chose. Donc, ça a attiré la curiosité. Premièrement, dans toutes les rencontres préalables, on n'a jamais parlé de cette question comme condition. Ici, bien au contraire, au cours de la rencontre du mois dernier, dans les premiers engagements, ce qu'on a appelé les accords opérationnels, il était clairement dit que dans cet accord qui devait être signé, l'engagement de la République démocratique du Congo, c'est celle de pouvoir combattre les FDLR, et côté rwandais, c'est le désengagement de leurs forces qui sont au front. C'est ce qu'on attendait. Donc, on n'avait jamais parlé d'un quelconque dialogue entre la République démocratique du Congo et ces groupes terroristes du M23. Donc, voilà, c'est fait. Mais ce n'était qu'une réunion préparatoire au niveau ministériel. Mais ce qu'on attendait le plus, c'est la signature de l'accord. D'accord, mais... Nous nous sommes dit que la médiation pouvait travailler toute la nuit et que cette question pouvait trouver de solution au niveau des chefs d'État. Donc voilà pourquoi le président de la République est allé répondre à cette invitation. Il est arrivé à Luanda et ensemble avec les médiateurs, ils ont fait les constats. Mais c'était, comme vous l'avez si bien expliqué, c'était connu déjà depuis la veille que le Rwanda avait déjà posé des conditions pour cette rencontre. Mais pourquoi le président congolais a-t-il fait ce déplacement excusez-moi, je vais vous donner la parole tout à l'heure pour Luanda. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Luanda parce qu'il devait d'abord honorer cette invitation lui adressée par la médiation. C'est par respect
Ce n'est pas à travers les médias que le président de la République devait être informé. Le chef de l'État avait reçu son invitation, il s'est présenté, il a parlé avec les médiateurs et voilà, c'est à la médiation de lui faire part de tout ce qui s'est passé la veille au niveau ministériel. Donc, il est parti par respect à la parole parce qu'il tient à une résolution pacifique. Ce n'est qu'une des possibilités. Donc, c'est par respect à la médiation qu'il a fait les déplacements. Donc, il n'était pas parti parce qu'il était à la recherche d'une poignée de main avec qui que ce soit. Alors, Trésor Kibangula, donc vous êtes analyste politique. Quelle lecture vous faites de cette rencontre manquée entre Tshisekedi et Kagame? Je pense que c'est une série qui continue, une série des rendez-vous manqués. J'ai comme l'impression que les rapports des forces sur le terrain poussent un peu les Kigali à imposer les termes de cet accord. Si on remonte un peu plus loin, même l'accord de cessez-le-feu signé fin juillet, entré en application début août, n'est pas respecté parce que les combats en ces moments continuent. Les M23 a encore pris une localité à Lubero, donc même le cessez-le-feu est un rendez-vous manqué. Après les cessez-le-feu, il y a eu, après les dénonciations de Kinshasa pour le non-respect de cet accord de cessez-le-feu, on a parlé des mécanismes ad hoc des suivis. On a vu les généraux rwandais traverser la frontière, arriver au Congo pour essayer de mettre en place ces mécanismes, ces nouveaux mécanismes de suivi, parce qu'il y a déjà un mécanisme de suivi dans la région. Et là aussi, jusqu'aujourd'hui, les experts rwandais, en tout cas jusqu'hier, les experts rwandais militaires qui devaient venir surveiller ces processus de cessez-le-feu ne sont pas venus. Encore un rendez-vous manqué. Et entre-temps, les deux parties, donc Kinshasa et Kigali, ont signé, se sont mis d'accord sur les concepts d'opération, comme Giscard le disait si bien, qui devait faire quoi entre les Congos qui devaient s'occuper de FDLR. On nous a même on a obligé la RDC à présenter un plan détaillé de neutralisation des FDLR, comme si c'était ça les problèmes, comme si c'était ça le début de la guerre, alors que la résurgence du M23, on le sait aujourd'hui, n'a rien à voir avec la présence des FDLR. Mais là encore, ça montre comment, tout au long de ces processus de Luanda, Kigali essaye, parce qu'il a la force militaire sur notre territoire, à imposer les termes de l'accord. Et malgré ça, le Congo a accepté. Lorsque vous lisez tous les documents qui sortent de Luanda, il n'est pas dit clairement, à mon sens, et je les regrette souvent, même publiquement, que le Rwanda agresse les pays. On parle, le Kigali a réussi à imposer dans les textes la levée des mesures de défense. Donc, ce qui se passe à l'Est aujourd'hui, c'est pas une agression, c'est juste le Rwanda est en train de se défendre. Et alors, pour qu'elle retire ces mesures de défense, il faudrait que nous, on puisse traquer les FDLR. Ouais. Et les derniers rendez-vous manqués, effectivement, c'est cette rencontre qui a été annoncée hier entre le chef de l'État congolais et le président rwandais. Ils ont sorti ça comme dans un chapeau, parce que tout au long du processus de Luanda, la présence ou les négociations directes entre Kinshasa et le M23 n'a jamais été un préalable. C'est vrai que c'est pas seulement hier, depuis quelques jours, ça commence à monter un peu sur les réseaux sociaux, que voilà, il faudrait que Kinshasa négocie avec le M23, mais au début du processus, et jusqu'à, je suis d'accord avec lui, ça n'a jamais été le préalable. Ça montre, encore une fois, que ce qui se passe sur le terrain pousse un peu le Rwanda à exiger beaucoup du Congo, alors que ce serait à Kigali de rendre des comptes, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce sont quand même les troupes rwandaises qui sont sur le territoire congolais. Jusqu'à Kusema a avancé les chiffres des 4000. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les troupes rwandaises sont plus nombreuses que les éléments du M23 sur le territoire congolais. Alors ça, c'est très grave. Et moi, pour terminer peut-être cette première intervention, moi, j'interpelle beaucoup la communauté internationale, parce que je pense que
il y a une responsabilité morale de faire respecter les principes du droit international, parce que contrairement à ce qui se passe en Ukraine ou peut-être un peu moins à Gaza, on est quand même en présence d'un pays voisin qui a ses troupes sur le territoire congolais. On a plus de 7 millions de personnes qui sont déplacées internes dans notre pays. Et cette situation ne fait que durer parce qu'il n'y a pas suffisamment de pression de la communauté internationale sur le Rwanda. D'accord. Alors, John Kabessa, j'en viens à vous. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé à Luanda, en termes de tous ces termes de référence, est-ce une victoire ou un échec pour la diplomatie congolaise? Merci beaucoup, cher Marius. Si on va entrer vraiment dans le fond pour faire quand même la chronique sur le plan diplomatique, je voulais d'abord dire nous sommes dans le cadre également d'un processus de ce qu'on appelle des négociations. Actuellement, les acteurs sont connus. Donc, c'est-à-dire la RDC à côté, le Rwanda. Mais dès là, il y a un petit couac pour demander quel est le statut du point de vue du droit international et même sur le plan international du M23. C'est dès là, au moins, pour répondre une fois de plus, il n'y a pas à se référer. Les M23 n'est pas répertorié comme une personne morale sur le plan international pour laquelle on pouvait poser autant de préalables pour voir comment le Rwanda également répondre à cela. Pour voir une fois de plus, il y a eu d'abord les rendez-vous manqués de Luanda. Je dirais c'est d'abord un échec de la tripartite parce que ça n'a pas eu lieu, si on va faire la chronique vraiment objectivement. Deuxièmement, c'est exactement le statu quo pour la médiation parce qu'on n'a pas si avancé, les éléments sont restés intacts. À titre d'épreuve, l'avant-projet d'abord de l'accord n'a pas été validé et non plus l'accord a été signé. Troisième élément, il y a encore ce qu'on appelle, il n'y a eu pas de compromis entre les acteurs qui étaient également invités. Du côté également Félix Tshisekedi, Paul Kagame qui a fait aux abonnés absents. Et les derniers éléments, je pourrais dire, il y a ce qu'on appelle la victoire je dirais prometteuse ou la victoire attendue diplomatiquement parlant de la RDC. Parce que quand on voit déjà un rendez-vous, il y a un acteur qui n'est pas venu, il y a eu des éléments qui ont eu à précéder cela. Pourquoi Paul Kagame n'est pas venu? À mon humble avis, quand j'analyse, c'est un avis personnel, je trouve les éléments, comme on dit, les rapports de force n'ont pas été à sa faveur. Surtout les 2 dernières semaines, il a eu à constater, une fois de plus, si je me présente dans ces sommets ici, peut-être ça sera la honte parce que le monde, d'une manière ou d'une autre, comprend déjà, il y a un rapport Pourtant, des experts. Trésor Kibangula pense que le Rwanda est en train c'est le rapport des forces, où le Rwanda, on sent qu'il est en position de force. Bon, position de force selon Trésor, mais moi je pense très bien, il a joué à la stratégie des requins. C'est-à-dire, c'est comme une équipe de football sans qu'on ne s'est pas très bien préparé. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie un peu de trouver les stratagèmes pour ne pas répondre à l'invitation. Mais si c'était ailleurs, on allait sanctionner, c'est ce qu'on attend exactement. Il doit y avoir un régime de sanctions sur ces victoires diplomatiques, je dirais pour l'instant oui, parce que ça essaie un peu de remettre en jeu les cartes actuellement là pour définir quel est le vrai jet exactement de Paul Kagame. C'est l'occasion pour moi également, comme dans le cadre de la chronique, lire les reports ou les communiqués publiés par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du côté du Rwanda. Dans son 2e paragraphe, on dit ceci: ce sommet n'aura pas donc abouti à un accord, en particulier dans le contexte des menaces permanentes des dirigeants de la RDC. Premier élément. Deuxième élément, y compris le président le président de la RDC, qui devait procéder à un changement, qui menace de procéder à un changement de régime. Dans le Rwanda, a fui, ou une fois de plus pour dire ceci, la RDC menaçait déjà un changement de régime. Troisième élément, ainsi que la coalition, on cite FRDC, les mercenaires européens, le Wazalendo, l'armée burundaise, et à côté, les FDLR. C'est-à-dire, la paire a changé de camp. Je ne pouvais pas venir là parce que je sens carrément que non, je suis en déséquilibre. Dernier élément, on parle une fois de plus des mesures sérieuses qui devaient être prises pour essayer de contourner les stratagèmes côté congolais. Si je prends juste ce 2e paragraphe du communiqué rwandais, ça me donne également la conclusion pour dire que les rapports de force actuellement ne sont plus, une fois de plus, en faveur, une fois de plus, du côté du Rwanda. La raison pour laquelle même les travaux préliminaires, le directeur Giscard en a parlé ici, c'est clair, quand on envoie une équipe d'avance, l'équipe travaille dans ce qu'on appelle l'avant-projet de tout ce que le chef d'État
devait également valider. Donc, les éléments déjà alignés, on a communiqué à Paul Kagame ou également au chef de l'État rwandais pour dire il ne serait pas mieux que vous soyez ici. Voilà déjà les problèmes. Donc, pour dire la défense a été bien assurée du côté congolais. On a suivi ligne par ligne parce que sur le plan international, on doit se le dire, tout c'est exactement. Il y a un principe en droit qui dit pacta sunt servanda, c'est-à-dire les accords lient les parties ou les États. Donc, si aujourd'hui on prenait cet avant-projet, à la fois de l'accord, si on le présentait de cette manière et que la partie congolaise n'allait pas être assez éveillée, on allait faire signer avec cette référence-là d'IM23. Quid d'IM23, quel statut? Je ne sais pas si c'est par quelle formule référentielle on veut aujourd'hui parler. On ne peut pas signer un accord pour parler de ça. D'où un élément encore pour dire un échec pour la tripartite, mais une victoire côté congolaise parce que le chef de l'État a rencontré à la fois les facilitateurs et les négociateurs, pour ne pas dire les médiateurs, qui est exactement le Joao Lourenço. Voilà un peu la carte pour dire, à mon humble avis, c'est une victoire partielle, parce qu'il ne faut pas chanter à 100%, une victoire partielle, mais c'est un processus qui nous permettra vraiment de galvaniser ou également de consolider cet échec. Parce que nous sommes, je précise très bien, permettez-moi, nous sommes en 2024. Si vous allez faire l'analyse en termes de chronique, de 1994 en 2004, ça fait exactement 10 ans. Paul Kagame a fait ce qu'il pouvait faire au niveau de la sous-région. Mais de 2014 jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir, ça fait à peu près 30 ans pour dire les régimes, à mon humble avis, quand je vois les contours au niveau de l'Afrique centrale, les stratégies côté rwandais ont été tellement appliquées, tout le monde comprend le jeu et les joueurs et même l'aboutissement également de cette démarche. Voilà un peu. Merci beaucoup, cher John. André Junior Oumaka, est-ce que vous partagez son avis? Oui, je partage la vue de M. Kabessa. Déjà, il faut savoir que là, on retombe encore dans les accusations mutuelles. Donc, c'est vrai que ça a été un rendez-vous manqué. Ici, vous avez une version de la présidence congolaise qui dit que voilà, le Rwanda, à la dernière minute, a donné d'autres directives. Et de l'autre côté, moi j'ai lu ce matin M. Olivier Nduruguire qui disait lui aussi que voilà, C'est qui le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui lui aussi dit que voilà, les textes signés, les textes qui ont été calés pendant les discussions ministérielles n'ont pas été respectés par la République démocratique du Congo. En fait, moi, j'ai peur qu'on puisse retomber dans le processus de Nairobi qui n'a pas donné des résultats concrets. Et je crois que les médiateurs qui est M. Joao Lourenço, le président angolais, doit redoubler d'efforts pour qu'il y ait quand même des résultats escomptés. Parce qu'à l'allure où vont les choses, on a l'impression que l'on tourne en rond. Je rappelle qu'il y a quand même eu 7 réunions ministérielles et c'est quand même dommage de se rendre compte qu'à la fin de ces réunions, qu'il n'y a finalement pas eu rencontre entre les deux présidents de la République. Donc je pense qu'en ce moment, comme le disait M. Kibangula tout à l'heure, il faut que la communauté internationale puisse s'impliquer massivement parce qu'on se rend compte que et le processus de Luanda et le processus de Nairobi est en train de montrer ses limites. Et je crois que cette situation doit vraiment être vue d'une manière internationale, au sein de la communauté internationale, pour que des résultats soient pris. Parce que là, on a l'impression que l'on tourne en rond et il n'y a pas de résultats escomptés face à cette situation. Voilà, la communauté internationale, justement, on va en parler, le rôle de cette communauté internationale par rapport à ce qui se passe. Mais avant de continuer ce partage, ce débat, j'aimerais bien vous proposer la communication. La ministre des Affaires étrangères était hier en face des journalistes pour répondre aux questions. Elle a essayé de résumer un peu le processus, juste ce que vous avez dit, mais dans ces termes. Je vous propose donc de suivre Thérèse Kaikwamba Wagner, qui est la ministre congolaise des Affaires étrangères, et puis on se retrouve tout de suite après. Représenter les intérêts de la République démocratique du Congo pendant les dernières 6 réunions, à commencer par la réunion de juillet 2024 qui a abouti à l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à partir du 4 août. Un cessez-le-feu, il est très important de le dire, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, étant donné que le processus de Luanda est un processus qui réunit 3 États, la République démocratique du Congo, le Rwanda et la République d'Angola en tant que facilitateurs. Et donc, la réunion de juillet a abouti à cette entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à partir du 4 août, signé par la RDC et par le Rwanda. Une autre étape importante a été franchie le 5 novembre avec la mise en place du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma
Je me souviens que cet événement avait été aussi largement diffusé et couvert par la presse, parce que c'était une mise en place de ce mécanisme qui a été faite dans la présence des 3 ministres des Affaires étrangères, à savoir moi-même pour la République démocratique du Congo, le ministre Tété Antonio de la République d'Angola et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Ce mécanisme a donc été lancé le 5 novembre et avec l'objectif de suivre la mise en place, ou la mise en œuvre plutôt, et l'exécution du cessez-le-feu et de faire des rapports en cas de violation du cessez-le-feu. La 3e étape importante était la signature du concept d'opération le 25 novembre 2024 par la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le concept d'opération, le cœur, si vous voulez, du projet d'accord qui a été présenté par la facilitation, a 2 piliers principaux. Le premier, l'engagement du Rwanda de retirer ses forces du territoire souverain de la République démocratique du Congo. Et le 2e pilier, l'engagement de la République démocratique du Congo de neutraliser les FDLR. Et donc, le 25 novembre, le concept d'opération a été signé par la RDC et par le Rwanda. Et hier, nous avions donc la 7e réunion ministérielle qui avait pour objectif de finaliser l'examen du projet d'accord qui avait été présenté par la facilitation aux 2 parties prenantes et ainsi préparer le sommet prévu aujourd'hui, le 15 décembre, entre les présidents de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Angola. Et donc maintenant, je voudrais me pencher sur le déroulé de la réunion d'hier, la réunion ministérielle, parce qu'en effet, comme le ministre Mouyaya l'a indiqué, le sommet n'a pas eu lieu aujourd'hui et ceci était lié à une série d'impasses et de blocages pendant les négociations, les dernières négociations que nous avons eues hier. En effet, pendant ces négociations, le Rwanda a brandi à nouveau le prétexte de l'importance d'une solution négociée et d'un dialogue direct entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe terroriste du M23. Une chose que nous n'avons jamais acceptée et que nous n'allons jamais accepter. Ce qui est clair, c'est que le groupe armé M23 était partie prenante du processus de Nairobi, s'est auto-exclu quand il a repris les armes, et que si ce groupe veut avoir un espoir en termes d'une possibilité d'exprimer ses griefs, et c'est par le président Uhuru Kenyatta. Et donc, la question du M23 a ressurgi, mais cette fois-ci sous une autre forme, parce que le Rwanda a insisté sur le fait qu'il y ait d'abord un dialogue direct entre la RDC et le M23 avant même qu'un accord puisse être signé. Et donc on voit que c'est une approche différente. Quand on parle du CONOPS, quand on parle de l'engagement pris par les 2 parties, soit de retirer les troupes rwandaises de la RDC ou de neutraliser les FDLR, ce sont des engagements qui sont pris dans le cadre d'un accord qui va être signé. Par rapport à la question du M23, le Rwanda a mis comme condition préalable à toute signature et à tout sommet qu'il y ait d'abord un échange direct et un dialogue direct entre la RDC et le M23. La République démocratique du Congo a rejeté cela, tout d'abord parce que c'était une tactique qui a été sortie en dernière minute et nous l'avons vu pour ce qu'elle était, une tactique pour bloquer le processus, et aussi parce que nous avons toujours défendu notre position. Nous n'allons pas discuter directement avec un groupe terroriste. Et donc ceci a eu pour résultat que le Rwanda a exprimé son avis que le sommet n'avait plus lieu d'être. Et donc nous nous sommes retrouvés dans cette situation malheureuse ce matin où nous avons dû constater que le président rwandais, Paul Kagame, avait décidé de ne pas honorer l'invitation de son homologue angolais. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui, a honoré sa parole et il a honoré aussi les efforts inlassables du facilitateur et s'est rendu ce matin à Luanda. Il s'est rendu ce matin à Luanda pour lui-même aussi constater l'absence de son homologue rwandais, ensemble avec le facilitateur.
Voilà, donc on a suivi Madame Thérèse Kaikwamba Wagner. Je veux dire quand même que ça, c'est un point de vue personnel. Je ne devrais pas donner. J'ai beaucoup d'admiration pour cette dame parce que j'ai suivi une intervention d'elle en anglais parlant de la République démocratique du Congo. Je vais vous rassurer que c'est pour la première fois depuis que je fais ce métier que j'ai vu un ministre des Affaires étrangères congolais s'exprimer aussi bien, clairement en anglais. Je me suis dit que pour des postes comme ceux-là, l'anglais devrait être quand même une des conditions. Je parle de ceux qui représentent la RDC dans des relations internationales. Donc, bravo, madame. Je vais vous suivre de près pour voir ce que j'ai vu. C'est toute la communauté, en fait. Elle mérite beaucoup de félicitations Ouais. parce que sur les 7 langues validées, on demande au moins diplomate, surtout, elle est encore la patronne de la diplomatie, de maîtriser au moins 3. Si déjà elle en a 2, donc c'est une fierté pour la RDC. En tout cas, l'anglais qu'elle parlait, je peux vous dire, j'ai vécu dans un monde anglophone. C'est vraiment, c'est l'anglais, voilà, ça a rien à, c'est l'anglais diplomatique professionnel que parleraient d'autres diplomates, pour ne pas citer Blinken. Alors, donc, bravo madame. Non, j'étais très fier d'elle. Alors, on voit cette situation où le Rwanda pose comme condition vous devez discuter avec le M23. Dans ma tête, je me pose une question. Qui êtes-vous, monsieur l'étranger, pour me dire que je dois discuter avec mes frères? Ça, c'est moi. Et des deux, la RDC qui dit, nous, ces gars-là, c'est des terroristes. On ne discutera pas avec eux. Mais est-ce que ce n'est pas une sorte d'impasse dans laquelle on se sent un peu coincé, où on ne sait pas si on va s'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, maintenant que Paul Kagame n'est pas venu, maintenant qu'on sent qu'il faut continuer, que la médiation continue à faire son travail, ou bien on passe à autre chose, quoi, les armes, enfin, qu'est-ce que vous pensez de cette position? Nous n'allons pas nous voiler la face. Il y a bel et bien impasse, mais il faut tirer les leçons de cette impasse. Je crois que ce qui s'est passé dimanche démontre, si besoin en est encore, que le Rwanda n'a pas besoin et n'est pas prêt à cesser avec cette guerre de prédation économique. Parce que ce n'est pas le premier stratagème. Madame la ministre d'État venait de rappeler toutes les péripéties sur toutes les démarches précédentes. Vous savez, avant, c'était les Rwandais qui pensaient que les FDLR constituait une menace. La RDC a concédé pour dire que voilà, non seulement nous allons nous engager à combattre les FDLR, mais il y a même un plan qui a été adopté. Okay. Et donc, ayant compris qu'on a vidé le contenu de leur argumentaire, ils vont avec une proposition dont ils savent dès le départ que c'est une ligne rouge que la RDC ne franchira jamais. Aujourd'hui, comme je rejoins ce que Trésor Kibangula a dit tout à l'heure, les Rwandais ne défient pas seulement la République démocratique du Congo, mais toute la communauté internationale. Le processus de Luanda n'est pas une initiative de la RDC, c'est pas une initiative, c'est vrai, c'est une initiative de l'Union africaine, donc tous les chefs d'État africains, mais ce processus est soutenu par les Nations Unies. Donc c'est toute la communauté internationale qui est défiée par les Rwandais. Deuxièmement, la même communauté internationale a constaté à travers ce qui se passait que finalement, celui qui bloque, ce n'est pas la RDC, c'est de l'autre. La question du M23, parlons-en. En fait, la situation du M23 devait trouver 2 réponses dans les cadres de ce qu'on a appelé les processus de Nairobi et qui est encore d'actualité. Vous avez vu le président Honoré Uhuru Kenyatta, il était là parce qu'il devait faire le point. Veut dire que, nous allons vous expliquer justement. Avec le Rwanda, après on reviendra discuter. Non, j'explique justement la différence des 2 processus. Okay. Les processus de Nairobi pilotés par l'ancien président Uhuru Kenyatta est une initiative prise au niveau de la communauté est-africaine, l'EAC. Lorsque la République démocratique du Congo adhère à cette communauté de pays d'Afrique de l'Est, la charte dit clairement que lorsqu'un État de l'EAC est attaqué, tous les autres font coalition pour répondre. Et c'est donc en vertu de ces principes-là que l'EAC a désigné Uhuru Kenyatta pour piloter ce qu'on a appelé les processus politiques de pouvoir parler avec tous les groupes armés
de la République démocratique du Congo. Alors, à vous de me dire d'abord si le M23 n'est pas un groupe armé. Parce que tous les autres groupes armés ont répondu, je l'ai dit, pour avoir participé à cette série de consultations aussi bien à Nairobi qu'en territoire congolais. Tous les groupes armés ont répondu, sauf le M23. Donc, ils ont boycotté, évidemment, sur ordre du Rwanda, parce que dans ces processus de Nairobi, tout était clair, les étapes étaient bien définies, comment il fallait prendre langue avec ces groupes armés, il fallait les démobiliser, les réinsérer. Donc, les dialogues dont ils parlent devraient se faire au niveau de ces processus de Nairobi. Le Rwanda a tout fait pour plomber. Ils se sont auto-exclus, ils se sont retirés du processus de Rwanda pour dire que nous ne sommes pas concernés par tout ce que vous faites. Et donc, eux, c'est une rébellion d'État, en fait. Permettez-moi ce terme. Parce qu'on ne sait pas, voir si c'est réellement un groupe armé congolais, il devait s'inscrire dans le cadre de ces processus. Ils l'ont boycotté. Et vous avez vu que le président Kenyatta était là, il a fait le rapport, parce qu'il fallait faire la jonction de deux processus. Donc, on est en face d'un État voyou qui, aujourd'hui, se trouve en terre étrangère et qui veut nous amener d'ailleurs par l'autre stratagème, c'est un peu cette guerre sémantique, un peu comme ce qui s'est fait en Russie. Ils ne veulent pas parler de désengagement. Vous avez parlé de la levée des mesures de défense. Ça signifie quoi? Une levée des mesures. Quelles sont ces mesures de défense? Pour défendre quoi? Nous sommes journalistes autour de ce plateau. Dites-nous, à quel moment vous avez senti qu'il y a eu des incursions des FDLR à Kigali? Un seul quartier, une seule rue? Dites-moi, dans l'histoire récente des 20 dernières années, dites-moi à quel moment on vous a dit qu'on a trouvé des FDLR en train d'attaquer un quartier, une rue, un village. Les FDLR, c'est juste un fonds de commerce. Et c'est pourquoi la RDC a dit, OK, puisque vous dites ça, bon, allons-y. Il y a un plan de désengagement. Donc, en clair, le Rwanda n'est pas prêt. Mais nous voulons dire ici que cette impasse ne signifie pas que la RDC a capitulé. Ce qui s'est fait dans le cadre du processus de Luanda n'est qu'une alternative. Comme vous le savez, la RDC est engagée sur plusieurs voies. La première voie, c'est la voie militaire. L'armée s'organise. Vous savez bien cette guerre. Mais elle s'organise pendant que les territoires Justement, nous allons vous dire, cette guerre n'a pas commencé avec Tshisekedi. D'accord, on va revenir. Non, je termine en donnant cette précision. D'accord. La RDC a commencé à combattre alors qu'elle était sous un régime d'embargo. Et grâce au président Tshisekedi, il y a cette levée d'embargo. Donc aujourd'hui, les FARDC s'organisent en termes de formation, en termes d'achat d'équipement, parce que nous le faisons par la voie officielle. Jusque quand? Et puis, il y a la loi de programmation. Ce sont des questions militaires. Vous pensez que la RDC, aucun centimètre carré de la RDC ne restera éternellement sous l'emprise d'un pays étranger. Donc, nous sommes engagés au front militaire. Cette option, elle reste d'actualité. Nous sommes engagés au front diplomatique. Il y a ces superfiches de Rwandais et tous les autres fronts, tôt ou tard, le 2 345 400 km² de la République démocratique du Congo seront sous contrôle total, nous le disons bien. D'accord, contrôle total de la RDC. Alors, Trésor Kibangula, réaction par rapport à ça, et notamment par rapport à cette impasse dans laquelle on a l'impression de se retrouver? Oui, c'est une sérieuse impasse. Mais là où je ne comprends pas très bien la ligne de Kinshasa, c'est peut-être on n'arrive pas à déceler la stratégie de Kigali. C'est que Kigali s'est rendu compte, Kigali a tiré les leçons de 2013. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013? Il y a eu la prise de Goma. Il y avait le premier M23, parce que là, on assiste à une résurgence du M23 qui était vaincu en 2013. Donc, en 2013, Goma est tombé et il y a une forte pression internationale sur Kigali, des sanctions et tout, et Kigali a retiré ses troupes.
Et ce qui restait du M23 a été vaincu, notamment par la brigade d'intervention des Nations Unies et l'armée congolaise. Les combattants de M23 étaient éparpillés entre l'Ouganda et les Rwandais. Et cette fois-ci, lorsqu'on regarde les conflits à l'Est, les M23 et les Rwandais ont évité de prendre une grande ville comme Goma. Ils sont arrivés. Est-ce qu'ils ont évité ou ils n'ont pas pu? Non, ils ont évité pour échapper à cette pression militaire. Les troupes rwandaises pouvaient prendre Goma à un moment donné. Vous partagez son avis? Non, évidemment non, parce que si Goma est tout sous contrôle total des FARDC, c'est parce que le président de la République l'avait publiquement dit, tant qu'il est là, Goma ne tombera pas. Nos forces armées sont bien déployées et se défendent bien. Il y a plusieurs implications dans ce qui se passe au niveau du front des villages et cités qui ne sont pas encore sous libération, parce que ça viendra, on finira par les récupérer. Aujourd'hui, sur le front militaire, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il faut connaître d'abord la géographie de cette région où ces combats se font. Et que si, par la voie diplomatique, comme on a dit, il n'y a pas d'avancée, mais sur le plan militaire, rassurez-vous, qu'il y aura... Justement, sur le plan militaire, même si Kigali continue à discuter, même s'il y avait Luanda, la guerre continuait. Les combats, aujourd'hui encore, hier, les combats à Lubero, et chaque fois, c'est les M23 qui avancent. Voilà. Donc non, ça c'est ce que les médias francophones, ça c'est ce que les médias francophones nous font croire. En fait, j'ai posé cette question, ils vous disent quoi? Non, quand les M23 prennent une ville, c'est un peu le train qui vient à l'heure. Non, quand c'est les FARDC qui récupèrent, c'est le train qui vient à l'heure, donc on n'a pas besoin de le dire. Peut-être une chose avant de terminer. Mais les FARDC se comportent très bien, ils ont réussi à récupérer beaucoup de localités, mais on n'en fait pas trop de bruit. Non, parce qu'il s'agit de localités congolaises. On a parlé des pans du territoire. Vous avez parlé de la superficie nationale. Donc aujourd'hui, tant que ces mouvements rebelles soutenus par les Rwandais occupera des territoires congolais, bien entendu, les Congolais exigeront à l'armée de libérer tous les territoires. Il ne s'agit pas de libérer quelques localités. Les M23 occupent depuis plusieurs jours, plusieurs mois Bunagana. Symboliquement, on voudrait voir les troupes congolaises récupérer ces espaces. Il n'y a pas besoin de se contenter de quelques prouesses de l'armée congolaise. On veut que l'armée puisse libérer tout l'Est du Congo si on s'appuie sur le plan militaire. Sur le plan diplomatique, très rapidement pour terminer, Marius, l'impasse de Luanda et peut-être cette brèche qui s'ouvre à Nairobi, j'ai du mal à comprendre la stratégie parce que, comme Marius a essayé de résumer, on termine avec les Rwandais. Est-ce que l'esprit de Kinshasa, c'est dire on termine avec les Rwandais à Luanda, puis on discute avec les M23 à Nairobi. C'est quoi le problème? Parce que, en fait, si on dit, je pense que Giscard l'a dit tout à l'heure, si on considère les M23 comme mouvement terroriste et qui n'a pas sa place à Luanda, d'ailleurs c'était pour les partis, je suis d'accord, pour les pays qui sont belligérants, les Rwandais et la RDC avec le médiateur angolais, si on refuse de discuter avec eux directement parce que c'est terroriste, effectivement, les M23 commettent des massacres. Qui chichaient et tout ça contre les civils. Je ne comprends pas très bien pourquoi il y a cette brèche pour dire venez plutôt à Nairobi. À Nairobi, ils seront toujours M23, groupe terroriste. Vous allez associer les groupes terroristes avec d'autres groupes armés locaux, sauf si tous les groupes armés locaux sont des groupes terroristes. Je vais préciser, juste en fait, au jour le jour, le statut de ce mouvement armé change parce qu'on voit leur capacité de nuisance, on voit les violations massives. Quand ils ont commencé, quand le processus a commencé, ils se sont présentés comme étant un groupe armé. C'est alors que l'EAC a créé ces cadres de concertation avec tous les groupes armés. Mais aujourd'hui, ils se sont mis à l'écart, ils se sont radicalisés et puis ils ont choisi les méthodes
terroristes. Et vous On savez, discute pas avec les terroristes. On va pas monopoliser c'est le processus de Nairobi, j'insiste bien. Le processus de Nairobi n'est pas un processus congolais, c'est un processus qui engage toute la communauté de l'Afrique de l'Est. Et donc, c'est à l'EAC, c'est au processus de Nairobi de pouvoir trouver des réponses à ces groupes terroristes. Mais quant au gouvernement de la République démocratique du Congo, croyez-moi, jamais, en tout cas jamais, il y aura ces dialogues directs entre l'État congolais et un groupe terroristes. Voilà, ça c'est la position de l'État congolais. On a vu des États comme les États-Unis négocier avec le groupe terroriste d'Al-Qaïda, enfin d'Al-Qaïda en Afghanistan, pour négocier le retour de la paix. Nous pour que parlons les talibans, de la RDC, je parle des talibans aussi de la RDC, oui. donc nous n'allons pas... C'est pour ça que la position de la RDC reste quand même... Un point de vue, je pense l'exemple donné, ça c'est exactement l'armée américaine qui a quitté le sol américain pour aller en expédition ailleurs. Mais dans le contexte, les talibans, ouais. Dans le contexte ici, dans le cas sous examen, nous avons l'armée congolaise qui sécurise, qui veut défendre l'intégrité du territoire. Donc, c'est-à-dire, il y a un distinguo entre les deux. On ne doit pas également peut-être confondre. Mais l'affaire ici, en suivant l'élément, moi, je vais revenir pour essayer de décrypter l'élément avec la ministre Kaikwamba Wagner, Thérèse. Elle a eu au moins retracé le processus. C'est la meilleure, je dirais, c'est de la communication diplomatique ciblée et même coordonnée. Contrairement à ce qu'a dit exactement mon confrère Trésor Kibangula, l'élément indique déjà la position exactement de Kinshasa. Donc nous avons démontré notre volonté pour rechercher la paix par tous les moyens. Mais par contre, on a vu en face, les partenaires ou également le belligérant, la partie en face ne veut pas cela. Je crois peut-être avec la complicité de la régie. Moi, j'ai compté demander l'image là où on a mis Joao Lourenço et Félix Tshisekedi pour comprendre au-delà des signes. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle si on peut voir communication. ça, Si on peut revenir, et je ne sais pas si peut-être... les deux présidents sont debout en train de... Les deux présidents sont debout. Mais au niveau de la symbolique, il y a un élément qui m'a tiqué. Je crois Est-ce qu'on peut voir ces images en même temps? Il y a un élément qui m'a tiqué. Tous ceux qui font... Vous parlez de cette image-là? Oui. Je parle... Oui, exactement. Celle d'avant? Ah, celle d'avant. Ouais. Et si on va revenir, oui, voilà. Non, celle d'avant. Celle-ci. OK. L'image qui m'a tiqué ici, c'est la symbolique au niveau de l'habillement du président de la République. Il y a de la sociologie vestimentaire, ça s'identifie en communication diplomatique. OK. Si vous allez voir, condenser ces images, le président de la République ne s'est jamais habillé de cette manière. OK. Tous les vaccinés en matière diplomatique vont comprendre qu'il y a un message. Lequel, selon vous? Vous allez voir à la partie supérieure, il y a eu ce qu'on appelle cassure. Donc, on n'a pas fait la tenue habituelle, c'est-à-dire uniforme recommandé, bleu de nuit, noir, c'est la tenue diplomatique est recommandée. Bon. Je vais au-delà des lignes. Okay. C'est-à-dire quoi? Si je pourrais interpréter, le chef de l'État a démontré, mais à mon humble avis, la volonté est ne plus rester également dans cette logique ici, parce que le Rwanda nous tourne vraiment à bourrique. C'est-à-dire la partie supérieure, il est classique, normal, mais la partie inférieure pour dire il y a une autre option que nous, la RDC, on peut également le faire pour essayer de défendre. Mais nous avons le porte-parole de la présidente, porte-parole le directeur de communication adjoint. Je fais de la chronique diplomatique, je fais de la chronique, on analyse toutes tes communications. D'accord, alors. Le directeur ne va pas me directeur de communication, ici. Pardon. Donc, pour vous dire ceci que nous y allons, nous sommes à Luanda, mais on ne doit pas toujours tourner, c'est parce que j'imagine un scénario. Vous savez ce qui va se passer? On nous invite au mois de décembre. Mais je vous annonce, entre le mois de janvier et février, mars, nous allons rentrer encore à Luanda. Là, maintenant, vous allez voir les éléments en cours. Il y a Paul Kagame qui sera le prochain qui va s'annoncer pour aller se présenter là-bas, pour piéger le président de la République, parce que quand il ne viendra pas, on va entamer ce qu'on pourrait également entamer. Mais pour l'instant, je vais vous dire, entre les deux mécanismes de Luanda et de Nairobi, nous devons, une fois de plus, choisir l'option, parce que le cycle a beaucoup traîné. Si on n'arrive pas à comprendre, le Rwanda a défié même les mécanismes sur le plan international. Je ne parle qu'à de cesser les faits. On a violé. Avez-vous connu des sanctions annoncées contre le Rwanda sur le plan judiciaire? Après violation. Sur le plan également diplomatique, vous avez écouté les sanctions? Sur le plan militaire, vous avez écouté ces sanctions? Parce qu'on a violé les régimes.
On a violé également une fois de plus les cessez-le-feu. Mais il n'y a aucune sanction ou aucun régime sur ce. Pour vous dire ceci, il est temps. Je suis rapporteur de l'OSPC, je pourrais vous dire, les retombées au niveau également de communautés de base, au niveau de Nord Kivu et du Sud Kivu. Je vais vous dire une fois de plus, la population se mobilise. Vous avez vu les images il y a 2 semaines passées où on commence à aller vers les éléments du soi-disant M23, FRDF, pour aller transmettre les messages. C'est-à-dire, si les FRDC attendent, nous, la population, on peut le faire. Mais ce qu'on ne veut pas, que cette situation puisse au moins s'embraser de gauche à droite. Mais une dernière préoccupation. Entre un plan de neutralisation et un plan de retrait, qu'est-ce qui est plus facile? Entre retirer les troupes et aller neutraliser également les troupes. Je pense que le retrait est plus facile. Le retrait est plus facile. Ouais, C'est-à-dire, c'est normal, le Rwanda peut se retirer. Quand on dit aller neutraliser les FDLR, où se trouvent les FDLR? C'est dans quelle province? Dans quelle localité? Vous voulez dire que la RDC est prise dans une sorte de piège? Non, pas piège, mais on a voulu mettre l'opinion internationale ou la communauté internationale témoin. Parce que si la RDC avait refoulé cette demande, ça allait être encore un alibi. Ok, très bien. Le Rwanda produit les alibis, maintenant multiplie les alibis des stratagèmes pour bloquer les processus. Mais je pense que ça a toujours été la position du Rwanda pour justifier sa Mais présence 30 en ans RDC. après, il est temps qu'on puisse casser cette logique. Alors, monsieur le directeur de communication, est-ce que c'est vrai que c'était une communication vestimentaire aussi, d'une certaine façon? Écoutez, je laisse libre Alors, André Julien Moumaka. de pouvoir faire son interprétation. D'accord, Mais d'accord. au moins, ce qui est sûr, c'est que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déterminé à pouvoir ramener la paix. Si par la voie diplomatique, on n'arrive pas à obtenir cette paix, nous avons d'autres moyens qui ne sont pas d'ailleurs incompatibles avec ce qui s'est fait pour arriver au même objectif. Mais au moins, la communauté internationale devrait tirer les leçons. La RDC a tiré ses leçons. Elle a tiré ses leçons, ne vous en faites pas. Le président de la République est arrivé, il a tiré des leçons et se prépare. Voilà. Mais Même si- entre-temps, la communauté internationale devrait également tirer des leçons parce que si elle ne s'implique pas aujourd'hui, dans les jours à venir, les mois, les années à venir, quel que soit le temps que cela peut prendre, la même communauté internationale n'aura que ses yeux pour pleurer parce que la République démocratique du Congo ne se laissera pas faire. Ok, elle a un droit d'user de tous ses moyens de souveraineté pour défendre son territoire. Et que si la première leçon qui a été tirée, c'est qu'aujourd'hui nous connaissons qui sont sur le terrain des combats, ce n'est pas une rébellion. Et donc, cette guerre-là se terminera là où elle a commencé, d'où elle est venue. D'accord. Alors, André Junior, vous êtes resté très longtemps sans parler. Peut-être rapidement une réaction par rapport à cette Oui, impasse. oui, j'allais revenir aussi sur le processus de Nairobi dont on n'en parle pas assez. Il faut quand même reconnaître qu'il y a quand même eu des avancées dans ces processus-là parce que Monsieur Uhuru Kenyatta, qui était désigné par l'EAC comme facilitateur dans cette crise, a quand même eu des pourparlers avec quelques groupes rebelles. Mais il faut aussi mentionner que le M23 a claqué la porte, a préféré prendre les armes dans ce processus. Après, quand on voit tout cela, on constate quand même que le président Kagame tente à tout prix à déstabiliser la région, que cette région reste dans cette situation-là pour qu'il continue à régner, pour qu'on constate que c'est Paul Kagame qui a quand même une main mise dans cette situation dans l'Est. Il faut quand même aussi rappeler qu'il y a cette petite guerre froide entre lui et le président burundais, parce qu'il y a le Burundi qui accuse le Rwanda de soutenir le Red Tabara, pardon. Donc, quand on analyse toute cette situation, on a vraiment l'impression que Paul Kagame n'a pas d'intérêt à ce que la République démocratique du Congo puisse retrouver la paix dans l'est de son pays. Et je crois que c'est à nous de faire la part des choses. Donc, je pense qu'il faut rectifier les tirs, il faut changer des paradigmes pour que des solutions véritables soient prises. Parce que là, on se rend compte que la situation sur le plan sécuritaire avec l'armée, c'est vrai qu'il y a quand même des territoires, des localités qui sont reprises, mais il n'y a pas une forte avancée. Sur le plan diplomatique et politique, on sent qu'il y a quand même un frein. Je pense qu'il faut changer des paradigmes, il faut revoir les choses pour que la solution puisse être trouvée le plus tôt que possible. Voilà, vous en avez parlé tous, tout le monde revient sur la communauté internationale. Est-ce que, après
plusieurs tentatives, plusieurs efforts d'essayer de ramener la paix en RDC, avec toutes les organisations autour. Est-ce qu'il faudra toujours, Trésor Kibangula, continuer à compter sur cette communauté internationale pour amener finalement à cette paix? Je pense qu'on doit compter, en tant que Congolais, on doit d'abord compter sur nous-mêmes. Compter sur notre armée, compter sur notre politique pour défendre les territoires nationaux. Mais c'est là où, pour l'instant, les bas blessent parce que l'armée sur le terrain n'arrive pas à reconquérir l'espace. Alors, ce n'est pas parce qu'en face, on a un État qui n'arrive pas suffisamment à protéger son territoire que ça donnerait droit aux pays voisins de venir soutenir des groupes rebelles. Donc, c'est là où moi, j'engage la responsabilité éthique de la communauté internationale, une responsabilité morale de faire respecter les droits internationaux parce que la souveraineté d'un pays est continuellement violée par un autre. Et cela est documenté à la fois par les groupes d'experts des Nations Unies. Et à la place, c'est qu'on constate, il y a quelques mois encore, l'Union européenne a accordé 20 millions de dollars à l'armée rwandaise, même si derrière, on essaie de nous expliquer que l'Union européenne s'est assurée que cet argent ne servirait pas pour les troupes qui sont sur le territoire congolais, mais plutôt pour lutter contre mais elle a fait pareil à l'armée terroristes. congolaise il n'y a pas longtemps. Oui, oui, mais les Congo pour l'instant, c'est pas un pays qui agresse un autre. Donc, le Congo a besoin d'appui pour que son armée puisse défendre son territoire. Mais donner l'argent à l'armée rwandaise, même si on justifie pour des raisons de lutte contre les terroristes au Mozambique, pour moi, l'argent, on sait que les budgets, c'est fongible. Cet argent-là peut être utilisé d'une manière ou d'une autre pour acheter du carburant et renforcer les troupes rwandaises qui sont sur les territoires congolais. Donc, pour moi, c'est problématique. La communauté internationale ne joue pas suffisamment son rôle parce que nos partenaires internationaux ne doivent pas se contenter à dire oui, nous avons dit, nous avons condamné le Rwanda. Il faut plus. Il faut maintenant apporter des sanctions. Peut-être c'est là où je ne parlerai pas des victoires diplomatiques parce que pour moi, ce qui s'est passé à Luanda hier, le seul perdant, ce sont des civils qui sont déplacés à l'est du pays, qui voient encore l'espoir de paix s'éloigner. Ce sont d'autres personnes dans la région qui vont continuer à fuir parce que les combats se transportent à Lubero. Donc les perdants aujourd'hui, c'est des civils. Mais peut-être ça donne aussi une autre image, un autre élément pour la communauté internationale, comme Giscard a dit. Le processus de Nairobi est porté par l'Union africaine, financé par la communauté internationale, les Nations Unies. Et aujourd'hui, il y a un monsieur qui apparaît isolé. Il y a une dynamique de paix pour signer un accord, mais Kagame n'est pas venu. Donc, sur la scène internationale, il apparaît vraiment isolé. Peut-être que la RDC, cette diplomatique agissante qu'on nous prône, doit saisir cette opportunité pour pousser encore à ce que la communauté internationale, cette fois-ci, puisse prendre des sanctions contre les Rwandais, forcer Kigali à retirer ses troupes. C'est seulement lorsque Kigali retirera ses troupes qu'on saura finalement la vraie force du M23, s'il faut vraiment discuter avec eux, ou bien c'est une coquille vide que peut-être l'armée s'en débarrassera. Mais moi, je pense plus, on l'a dit, la diplomatie sans les armes est comparable à une musique sans instrument. Je crois que les gens connaissent quand même d'où vient cette pensée. Si moi, je connais des musiques sans instruments qui sonnent bien. Hein. Non, c'est-à-dire quoi? Une diplomatie sans armes est comparable à une musique sans instrument. C'est exactement pour le dire, même si on va aller négocier, mais il faut être prudent. La réponse est aussi avec la tenue du chef de l'État. Peut-être je n'ai pas voulu compléter mon explication. La partie supérieure, je suis conformiste à la loi, puis tout ce qui est comme étant sur le plan classique et diplomatique. Mais en bas, restons prudents, défendons-nous. Voilà un peu l'intervention. Je reviendrai en peu cela. Ouais. Mais moi, mon attention plus dans la chronique, je vous le dis, pour l'instant, je pense que l'option diplomatique devait s'apaisantir ou être soutenue par un autre volet. Le volet lié à la diplomatie parlementaire.
Si pour l'instant, on voit sur le plan lié à l'exécutif, il y a quand même des soucis, je vous dis, un grand travail a été réalisé par les deux chambres. Il y a les bureaux Kamere Chulumbaye et les bureaux Samalukonde qui ont eu à plaider, à ramener cette affaire au niveau de la SADC, au niveau de l'APEF, au niveau de l'Union interparlementaire, pour essayer de mobiliser la communauté internationale. Si ça traîne au niveau de la tripartite, là-bas, c'est ce qu'on appelle des grands ensembles. C'est de la diplomatie multilatérale, là où on peut prôner et également porter notre voix plus loin pour essayer d'expliquer. Pour l'instant, on doit se le dire, l'armée a la confiance de la population, mais la population doit aussi avoir la confiance de l'armée. J'insisterai encore, on a assisté hier à la clôture officielle de la session du mois de septembre au Parlement. Il y a une adoption de ce qu'on appelle d'un effort de guerre, où on a demandé à tous les députés nationaux, également associés aux sénateurs, de mettre la main dans la pâte dans ce qu'on appelle le monitoring des cas de violation des droits de l'homme, mais aussi la participation citoyenne pour essayer de booster. Pour l'instant, je peux vous dire, après Luanda, il y aura encore d'autres rendez-vous, mais ce qui est vrai, il faudra plus croire à 100% parce que le Rwanda s'est retiré pour préparer une autre kyrielle de stratégie pour nous bloquer. D'accord. Et je veux prendre l'aspect lié aussi, la guerre est aussi médiatique. Je salue exactement, je félicite ces plateaux. Si on pourra se retrouver également chaque fois réfléchir, loin de tout bruit possible, je pense avec le directeur qui est ici, Giscard Koussema, va vous aider également à faire un appui, qu'on ait vraiment ce qu'on appelle un cadre d'échange, parce que ailleurs, à chaque fois on communique. Vous trouvez ça normal, ce qui s'est passé exactement à Luanda, que les médias kenyans et les médias somaliens ou également centrafricains puissent communiquer sur notre affaire. Au-delà de ce que la presse présidentielle a fait, les autres médias aussi ne doivent pas simplement attendre de l'argent, qu'on puisse au moins le faire, mais ce qu'on doit faire, chaque citoyen, comme journaliste, nous devons accompagner ces fronts diplomatiques, mais aussi au ministre de la Communication et des Médias, de jouer quand même au rassembleur, parce que je l'ai dit d'une manière ou d'une autre, permettre la cause, elle est nationale, la cause, elle est patriotique. Si on essaie un peu de sectariser, un même groupe, ça n'ira pas. Donc, coup de chapeau, mais je l'ai dit, la communication diplomatique s'appuie aussi avec ce que les médias font. Je suis d'accord avec vous. Alors, est-ce que, voilà, cette question, on doit toujours continuer à compter sur la communauté internationale qui a l'impression de fermer les yeux à ce que fait le Rwanda en RDC? La communauté internationale, elle existe, bien sûr, mais nous voulons voir un peu plus d'action que de déclarations. Trésor Kibangula l'a bien rappelé. La République démocratique du Congo n'a pas concentré toute sa stratégie autour de la communauté internationale. Maintenant que le constat d'échec est là, maintenant qu'il y a un défi, il nous appartient, nous, en tant qu'État souverain, à prendre des mesures. Mais nous voulons en même temps dire ici que tous les sanguinaires ont fini par passer. Les derniers, Bachar al-Assad se croyait voilà, l'homme le plus fort, il est parti. Et donc, le régime de Kigali partira. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important que la communauté internationale qui soutient tous ces processus qui empêchent la République démocratique du Congo de faire la guerre directement avec le Rwanda, il est important que cette même communauté internationale essaie de s'impliquer, parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays où on a déployé la plus grande mission de maintien de paix des Nations Unies avec un mandat offensif. C'est l'un des rares pays où on a activé le chapitre 7, c'est en RDC. C'est ici qu'on a eu le plus grand nombre et que le numéro 1 dise, après 25 ans, que nous avons trouvé au fond des armes que même les Nations Unies n'ont pas. Ça, c'est pas On se poserait la question de savoir comment est-ce que vous vous considérez comme une rébellion, comme un groupe armé peut acquérir un arsenal militaire qui dépasse de loin la capacité offensive de tous les États réunis à travers les Nations Unies. Alors, comment voulez-vous comprendre que la SADC, la Communauté de développement d'Afrique australe, la même qui est intervenue, qui est venue en appui au FARDC en 2013, aujourd'hui éprouve des difficultés, n'a pas la même puissance des feux, n'a pas la même force offensive,
pour combattre. Comment voulez-vous que les armées des États de l'Afrique de l'Est réunies arrivent et trouvent? Donc, ça signifie qu'au front, il n'y a pas que le Rwanda. Déjà, ne parlons pas du M23. On a dit ici, ils ont le nombre même de loin que celui des troupes officielles ou déclarées du Rwanda. Donc, nous disons que la République démocratique du Congo ne se laissera pas faire. Il s'est passé beaucoup de choses. On nous a endormis pendant plus de 20 ans, 30 ans. Mais aujourd'hui, le président de la République a permis non seulement aux Congolais, mais à la communauté internationale de mieux comprendre, de mieux cerner cette question et de savoir qui est le vrai combattant, qui se trouve au front. Les mesures ont été levées. La loi de la programmation militaire a été votée, promulguée. Donc aujourd'hui, nos forces de défense et de sécurité peuvent, de manière la plus simple et régulière possible, s'équiper et pouvoir combattre. Donc nous disons que si la communauté internationale, et nous insistons là-dessus, n'intervient pas, la République démocratique du Congo est en mesure, si elle protège 2 345 000 km², ce n'est pas les quelques kilomètres carrés d'un pays voisin qui resteront inattaquables. Bon, même s'il y a eu beaucoup d'escarmouches quand même. Alors, on va finir, on va pas s'éterniser. Merci beaucoup pour vos analyses. Alors, la question finale avec laquelle on va peut-être conclure cette émission, what's next? Et après, on fait quoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la stratégie que la RDC devrait adopter? On commence par André Junior, cette fois-là. Donc, quelle est la solution que la RDC doit adopter? Déjà, moi, j'aimerais que la RDC puisse avoir une politique d'anticipation. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le Rwanda. Demain, ça peut être le Congo-Brazzaville. Le lendemain, ça peut être la Centrafrique. Je crois qu'il faut une politique d'anticipation pour que ces genres d'événements ne puissent plus nous arriver. Alors, après l'échec de la tripartite Angola, Rwanda et RDC, je pense que la balle est du côté des facilitateurs, donc M. Joao Lorenzo et Uhuru Kenyatta. Je crois qu'il faut redoubler d'efforts pour que des solutions soient prises. Parce que là, on est buté à la question notamment du M23. Et je pense que vraiment, s'il y a une doublure d'efforts, je pense que c'est là pour décanter la situation, pour qu'il y ait une lueur d'espoir, pour qu'enfin cette crise prenne fin. Trésor Kibangula, what's next? Et après, c'est compliqué, c'est complexe. Il y a un collègue à Ebouteli qui dit toujours la situation à l'Est, c'est à la fois complexe et facile à résoudre. Et peut-être pour ne pas me répéter, je pense que si les soutiens du Rwanda est dissous ou retiré dans ces conflits, on aura des bouts de réponses pour mettre fin à la guerre. Mais je pense que nous sommes retombés un peu 20 ans, 15-20 ans en arrière. Pourquoi? Parce que je me demande même qu'est-ce qui reste de Nairobi aujourd'hui, processus de Nairobi où les groupes armés étaient venus pour se démobiliser, commencer à penser à la réinsertion. La résurgence du M23, ça a redynamisé aussi les groupes locaux, parce qu'aujourd'hui, les FARDC s'appuient, on doit se le dire, sur les groupes locaux aussi, et il y a d'autres qui se font appeler des Wazalendu, pour essayer de combattre cet ennemi commun, M23, avec les Rwandais. Et ces groupes armés recrutent sur base identitaire, sur base ethnique, parce qu'ils sont constitués pour défendre un territoire et l'autre. Et au moment où ces dernières années ont commencé déjà à construire un vivre ensemble, et le fait que les groupes armés se reconstituent et se redynamisent, voilà, on est rentré en arrière par rapport à toutes ces dynamiques. Et la solution, s'il y en a une, moi je pense qu'il faut toujours ne plus compter sur la bonne foi du Rwanda, parce que voilà, les derniers événements l'ont démontré, et essayer de trouver des leviers pour que cette voix qui me semble de plus en plus inaudible de la RDC soit enfin
entendu pour dire que voilà, il y a quand même en face pas un pays qui a mis en place des mesures de défense, mais un pays qui agresse un autre et qu'il faut des sanctions pour pousser le Rwanda à retirer ses troupes. Et après, on va voir ce qui va rester si vraiment il y a des forces congolaises au sein du M23 et qu'il faut engager des discussions indirectes ou directes, ben on verra à ce niveau-là. Mais tant que l'équation rwandaise et peut-être ougandaise sera sur la table, ce sera très difficile de voir le bout du tunnel. John. Je finirai d'abord en répétant ma phrase, une fois de plus de Bismarck. Qu'est-ce qu'il faudra faire après? Réactiver notre force sur le plan militaire, ça va appuyer la diplomatie. Pour ne pas répéter, une diplomatie sans force militaire n'est rien du tout. Deuxième élément, c'est de réévaluer un peu tous nos engagements au niveau des deux chambres du Parlement. C'est important. Ce que je l'ai dit, c'est vraiment important parce que ça permettra d'avoir d'autres recommandations, de voir si la RDC peut poursuivre également dans cette même lancée ou bien avoir une force nouvelle. Troisième élément, nous devons activer notre lobbying parce que je viens de le dire ici, il n'y a pas un régime de sanctions après violation de cessez-les-feux. Sur le plan humanitaire, on a plus de 7 millions de déplacés internes, plus de 10 millions de morts, sans compter au moins plus de 5 millions de réfugiés dans le pays voisin. Ça n'est vraiment de trop. Je l'ai dit ici, au sein de l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo, il y a des rapports qui tombent parce qu'il y a ceux qui vivent au jour le jour la même situation. Ce qu'il faudra faire, également, il faudra défendre Goma. Je l'ai dit et j'insiste. Les rapports que nous recevons de gauche à droite, on nous parle des 6 axes qui sont menacés, qui amènent vers Goma. Je pense que le directeur également de la presse présidentielle est ici. Aujourd'hui, perdre Goma nous mettra une fois de plus en position de faiblesse. Les forces armées ont déjà fait un grand travail, continueront toujours à le faire. Elles se défendent en respectant les droits internationaux et humanitaires. Sinon, on allait tomber également dans une charrière et sans problème. Et dernier élément, je pourrais dire une fois de plus, de revoir notre stratégie au niveau interne lié à notre défense parce que c'est de là, une fois de plus, on pourra lever. Paul Kagame est venu par les armes. C'est lui qui est venu par les armes. N'écoute pas la voix de la diplomatie, la voix également de la politique. Écoute aussi la voix des armes. Si c'est pour une seule fois, également dans l'histoire, on peut également, une fois de plus, s'y opposer. On va le faire, mais en respectant cela, parce que l'histoire nous sera témoin. Dans le monde entier, on parle de l'Ukraine, on parle de la Palestine. Troisième élément, c'est exactement la République démocratique du Congo. Mais faites une analyse comparative. Comment on s'investit pour également la solution à l'Ukraine, comment on le fait au niveau de la Palestine et d'Israël, et qu'est-ce qu'on fait également chez nous. Donc voilà. Merci beaucoup, cher John. Monsieur Kusema, voilà. Oui, l'échec du processus ne va pas annihiler tous les efforts entrepris par le président de la République pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. La voie diplomatique n'est qu'une des options. Et d'ailleurs, cette option n'est pas compatible avec les autres. Donc, l'État congolais va user de tout son pouvoir de souveraineté pour arriver à protéger. Mais il fallait vider d'abord cet alibi sur le plan diplomatique. Je crois que la République démocratique du Congo a fait preuve de bonne foi et même de sincérité. Mais on sait que dans les relations internationales, la simple bonne foi ne suffit pas. Mais au moins, il fallait vider cet alibi. Maintenant qu'il est clair que le Rwanda n'est pas prêt à se retirer volontairement, et donc il existe d'autres options, comme on a dit, et elles existent, même par la voie militaire ou par d'autres voies, nous obtiendrons le contrôle total du territoire. Mais aussi, nous voulons ici saluer l'esprit, la résilience de la population. Lorsque je vois nos 7 millions de déplacés, ils préfèrent, malgré tout ce qui est fait, parce que tout ça rentre dans la stratégie également de l'ennemi pour pouvoir créer un environnement hostile, mais ces Congolais préfèrent vivre leur misère au Congo plutôt que d'aller ailleurs. Donc même ces populations qui sont sous le joug de l'occupation ennemie, cette population comprend facilement qu'il vaut mieux rester au Congo plutôt qu'à ce qu'on nous présente comme un paradis
en réalité, ce n'est qu'un château de cartes qui peut s'effondrer à tout moment. Voilà, merci beaucoup à vous tous d'avoir accepté cette invitation. Merci pour la hauteur du débat et tous les enseignements que nous avons tirés de ces débats. Je rappelle donc que nous recevions sur ce plateau M. John Kabessa. Il est journaliste, chroniqueur politique et il est rapporteur de l'organisation de la société civile pour la paix au Congo. John Kabessa, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Marius. Trésor Kibangula, il est analyste politique et coordonnateur de recherche sur la politique à Ebouteli. C'est un ancien journaliste, un très bon journaliste. Je peux le confirmer, vous l'avez remarqué d'ailleurs. Et puis, monsieur André Junior Moumaka, il est journaliste à Kinshasa Télévision. André Exactement. Junior, merci beaucoup d'avoir moi qui vous- comblé le vide. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et puis, juste à côté de moi, nous avions eu l'honneur d'avoir sur notre plateau Monsieur Giscard Koussema, qui est directeur des communications adjoint de la présidence de la République démocratique du Congo. Monsieur Koussema, merci beaucoup pour cet honneur. Merci. Merci beaucoup à vous tous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas de nous envoyer vos critiques et suggestions pour améliorer la qualité de ce que nous vous proposons. Au nom de toute l'équipe de Kinshasa Télévision qui m'a aidé à être chez vous, je vous dis encore un grand merci de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver très bientôt dans un autre numéro de cette émission Choc d'idées. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Choc d'idées, ça à débat. Avec Maris Murunga, on apporte un monde de questions et réponses avec de grands esprits. Ensemble, on bâtit un nouveau savoir. Choc d'idées, ça à débat. Choc d'idées, ça à débat. Avec Maris Murunga, on apporte un monde de questions et réponses avec de grands esprits. Ensemble, on bâtit un nouveau savoir. Choc d'idées, ça à débat. Choc d'idées, ça à débat.